Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. Chaque semaine, nous vous proposons de revivre les grandes énigmes judiciaires qui ont fait l'actualité de ces dernières années. Drames passionnels, disparitions mystérieuses ou meurtres en série, nous referons l'enquête pour vous. Voici le sommaire de notre émission de ce soir. Bischwiller, en Alsace, le 7 janvier 1992. À la gendarmerie, les enquêteurs interrogent Francis Holm et ils comprennent qu'ils viennent de mettre la main sur l'un des pires serial killers français. Quels secrets terrifiants vont-ils découvrir? Pontiac, dans le Michigan, le 26 mai 2013. Rhonda Ransom, une jeune mère de famille, disparaît en pleine nuit. Son corps est repêché le lendemain dans un lac voisin. Est-ce un crime de rôdeur ou faut-il privilégier la piste familiale? Le routard du crime, son surnom fait froid dans le dos. Nous allons revenir pour vous ce soir sur le parcours sanglant d'un des plus grands tueurs en série français. Pendant 10 ans, il a assassiné sans distinction ni logique apparente des adultes et des enfants, ce qui en fait l'un des criminels les plus difficiles à appréhender. Il faudra l'obstination et la ténacité d'un homme, le gendarme Abgral, pour que ces meurtres cessent enfin. Mais Francis Holm a-t-il vraiment livré tous ses secrets? L'affaire Francis Holm, une enquête inédite de Chronique criminelle. Un garde forestier va découvrir le cadavre d'une jeune fille qui repose face contre terre. Elle est entièrement nue. Elle a deux traces de coupure au niveau du cou, donc 2 traces de tentative d'égorgement. Laurence Guillaume a été retrouvée morte poignardée ce midi près de Rugy. C'est un enfant qui a fait la macabre découverte à l'heure du déjeuner. Aline Pérez, elle est aide-soignante à l'hôpital de Brest. Elle a été tuée de 3 coups de couteau. La psychose s'est vite installée parmi les gens du village. Pourquoi? Comment? Où? Par qui? Quand on voit Francis Holm, on ne voit pas un monstre arriver, on voit un type avec un physique très très singulier. C'est toute la force de Francis Holm, c'est qu'il a ce côté clochard, SDF, qui lui a permis de se fondre dans la population. Plus on va connaître Holm, plus on va remonter son itinéraire qui est énorme. En 10 ans, il a circulé quasiment dans toute la France. On peut découvrir d'autres meurtres, parce qu'il est évident, moi il m'a dit qu'il en a tué plusieurs dizaines, et il en a peut-être pas tué 100, mais il en a tué plus que 10. Dès le départ, si vous voulez, dans l'Est, ça s'est appelé l'affaire des enfants de Montigny. Parce que c'est pas souvent 2 enfants tués ensemble, c'est pas tous les jours. Les enfants ont la tête écrasée avec des pierres. Francis Holm est à proximité. Il est passé par là. Justice maintenant avec l'ouverture d'un nouveau procès pour Francis Holm pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Je lui ai dit, tu sortiras pas de prison, tu mourras en prison, tu sais très bien, t'as commis trop de meurtres, t'es un gars qui est inguérissable. Bischwiller, en Alsace, janvier 1992. La gendarmerie procède à l'arrestation d'un marginal. Il est le principal suspect du meurtre d'une jeune femme commis à l'autre bout du pays. La victime, Aline Pérez, a été sauvagement assassinée à l'arme blanche sur une plage de Bretagne. Après une longue traque, les gendarmes tiennent enfin leur suspect. Ils ne le savent pas encore, mais cette enquête va les conduire sur l'une des plus terrifiantes affaires criminelles de notre époque. Une histoire qui commence 8 ans plus tôt. Département de la Meurthe-et-Moselle, dans l'est de la France. Le 5 novembre 1984, une jeune fille voyage en train depuis Metz, où elle vient de passer l'après-midi. Issue d'une famille modeste de la région, elle s'appelle Lionelle Gineste. Lionelle Gineste est une jeune fille de 17 ans. Elle travaille comme apprentie vendeuse à Pont-à-Mousson, dans une boulangerie. Elle habite à Limay, dans un village qui est situé à une dizaine de kilomètres de Pont-à-Mousson. Tout le monde l'adore, c'est une jolie fille, blonde. Elle a pris le dernier train et elle est arrivée de nuit à Pont-à-Mousson. Il est un peu plus de 20 heures et en ce début d'hiver, la gare SNCF est déserte. Ce soir-là, Lionelle ne sait pas comment rentrer dans son village. Elle cherche à joindre ses parents parce qu'il lui reste 10 km à faire à pied.
Le téléphone est coupé, enfin il y a un problème technique, elle n'arrive pas à rentrer en contact avec eux. Et là, on la voit téléphoner dans une cabine et ensuite faire de l'autostop. Elle n'a que cette solution pour rejoindre son domicile. À 20h30, un riverain aperçoit Lionel le long de la route. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Le lendemain, un garde forestier va découvrir le cadavre d'une jeune fille qui repose face contre terre. Elle est entièrement nue. Ses vêtements sont un peu éparpillés partout. Lionel Gineste, 17 ans, a été violé et assassiné. Un crime d'une extrême violence. Elle a deux traces de coupure au niveau du cou, donc 2 traces de tentative d'égorgement. Et elle a une trace de strangulation, qui laisse penser qu'elle a été maintenue sur le sol et qu'en même temps, un deuxième individu l'a piquée avec un couteau, a tenté de l'égorger et pour finir par lui couper la carotide. Mais il n'y a aucun témoin et peu d'indices matériels. À peine quelques traces de pneus à proximité de la scène de crime. Ce qui laisse à penser que le tueur, le ou les tueurs, avaient une voiture, un véhicule. Force est de constater qu'elle a dû être la victime d'un rôdeur ou de quelqu'un qui passait par là, qui l'a peut-être prise en autostop. Le corps de Lionel est retrouvé dans un lieu isolé, connu des seuls habitants de la région. Les enquêteurs se demandent alors si elle n'aurait pas été prise en stop par un villageois voisin. Donc tout le monde se regarde en chien de faïence, ça met une ambiance pourrie dans le village. Voilà une jeune fille de 17 ans qui n'a aucun problème avec personne, qui mène une petite vie tranquille. Il n'y a aucune raison que cette jeune fille soit assassinée dans de pareilles conditions. Les enquêteurs vont creuser la piste locale, sans résultat. Malgré leurs efforts, le meurtre de Lionel Gineste va rester impuni pendant presque 10 ans. Le commandant Massel, qui est en charge de ce dossier, il a une gamine de 17 ans qui a été assassinée et il n'endort plus la nuit, c'est-à-dire qu'il va vouloir à tout prix trouver le salaud qui a fait ça. Je n'ai jamais lâché ce dossier et régulièrement je téléphonais à Madame Gineste pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, je suis toujours sur le dossier, il n'a pas été classé et je voulais absolument trouver le coupable. » J'espérais, bien sûr, pour mettre quand même une fin à tout ça parce que faut voir le calvaire qu'on vit depuis 10 ans. Votre vie a été un petit peu gâchée. Elle est cassée à jamais. Des parents qui, au fil des années, vont finir par perdre tout espoir de trouver l'assassin de leur fille unique. 7 ans ont passé depuis le meurtre de Lionel Gineste. Alors que l'enquête est dans l'impasse, un drame très similaire va frapper un autre village à 40 km de là. Laurence Guillaume y vit avec sa famille. Laurence Guillaume était âgée à l'époque de 14 ans. C'était une superbe fille qui faisait beaucoup plus que son âge. Une fille réservée qui n'avait pas, j'allais dire, l'autorisation parfois de sortie de ses parents. Et ce soir-là, elle a l'autorisation de minuit par ses parents parce que c'est la fête du mois de mai, la fête de mai. Une fête foraine très populaire dans la région de Metz où Laurence passe le début de la soirée avec ses cousins. Mais il se fait tard. En ce 7 mai 1991. L'heure tourne et Laurence dit écoutez, je suis obligé de prendre congé parce que j'ai un impératif horaire et je dois rentrer avant minuit. Et du coup, à 11h, elle va donner congé à tous ses petits cousins et elle va remonter sur son cyclomoteur pour rentrer chez elle. À 23h15, des témoins affirment avoir vu Laurence quitter les lieux sur sa mobilette. Elle n'arrivera jamais à destination. Vers les 5-6 heures du matin, Laurence n'était toujours pas rentrée. Toute la nuit, les parents sont morts d'angoisse parce qu'ils imaginent un accident de la circulation. Au lever du jour, son père se lance à sa recherche. Il refait en sens inverse le trajet supposé de Laurence. Et bientôt, dans un fossé, il fait une découverte inquiétante.
À 6 h du matin, le père découvre la mobilette qui est couchée sur le bord de la route. Il n'y a pas de corps à côté, il n'y a pas de traces particulières, donc il alerte immédiatement la gendarmerie. C'est la section de recherche de Metz, dirigée par le colonel Virolet, qui prend l'affaire en main. Alors à partir de cette découverte, on a quand même un indice, c'est une disparition inquiétante. Donc les gendarmes immédiatement prennent l'affaire au sérieux et immédiatement sortent les troupes et commencent à ratisser la région. Alors, mauvaise rencontre, kidnapping ou banal accident de la route? Les heures passent, mais toujours aucune trace de la jeune Laurence. Jusqu'au surlendemain de sa disparition. Laurence Guillaume a été retrouvée morte poignardée ce midi près de Rugy. C'est un enfant qui a fait la macabre découverte à l'heure du déjeuner alors que les recherches poursuivaient. Là, je suis arrivé en moto et j'ai pilé, puis je l'ai vu. Au début, je pensais pas que c'était un cadavre. Parce que on n'a pas l'habitude de rencontrer des cadavres à Rugy. Sur place, la gendarmerie procède aux premières constatations. Laurence Guillaume gît dénudée, face contre terre. Elle a été agressée sexuellement et tuée à l'arme blanche. Et ce qui trouble les enquêteurs, c'est que le crime est particulièrement odieux, particulièrement sauvage, parce qu'elle est littéralement lardée de coups de couteau. Et sa mort a dû être une épreuve épouvantable, quoi. Cette gamine s'est vue mourir. Vous savez, enfoncer un couteau à quelqu'un, il faut avoir de la poigne et à répétition. Il n'y avait pas qu'un seul coup de couteau, hein, c'était par dizaines. Dans le village où vivait Laurence, les habitants sont dévastés par la nouvelle. Avant-hier, je l'ai vue avant de partir. Elle m'a dit oui, je vais à la foire avec David. Je dis oui, elle me dit tu veux venir avec? J'ai dit non, j'ai pas envie d'y aller. Puis elle est partie comme ça, elle m'a dit, j'ai dit à ma mère que je mangeais chez David. Et puis voilà, et puis elle est partie, puis je l'ai pas revue. D'ailleurs, en Valais, les journalistes interviewaient ses copines qui viennent nous parler d'elle, des larmes dans les yeux. Les gens viennent spontanément voir les journalistes en disant il faut retrouver celui qui a fait ça. La psychose s'est vite installée parmi les gens du village. Pourquoi? Comment? Où? Par qui? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est un gars du village? Et là, les gens commençaient à avoir peur. Et les enquêteurs ont très peu d'indices. Juste quelques empreintes de pas trouvées près du corps. Il y a plusieurs traces de pas, minimum 2, différentes, qui peut nous dire qu'il y a pluralité d'auteurs, et des auteurs à connotation sexuelle. Il y a quand même eu des violences sexuelles. On imagine un type du coin qui l'a repérée à la foire, elle était jolie, elle faisait bien plus que son âge. Donc quelqu'un qui la repère, qui la voit partir sur son cyclomoteur, qui a une voiture. Pendant que la psychose s'installe partout dans la région, les villageois se préparent à enterrer Laurence. C'est dans la petite église de Servigny-les-Saintes-Barbes, trop petite en la circonstance, que ces obsèques ont eu lieu ce matin. À la sortie de l'église, les proches de Laurence sont là pour rendre un dernier hommage à l'adolescente assassinée. La pluie qui tombe à grosses gouttes, le bruit des gouttes d'eau qui tombent sur le cercueil, c'est une véritable scène de tristesse infinie. Ce jour-là, personne ne remarque que des gendarmes en civil surveillent discrètement la cérémonie. Ils font des photos. Ils font des photos, il y a les gendarmes de la section de recherche qui sont là, et on photographie tout le monde. Il n'exclut pas la piste du crime commis par un proche. Observant la foule de loin, il ne relève rien de suspect. Et pourtant... Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'au moment de l'enterrement, au moment des obsèques, il y a une personne qui sait ce qui s'est passé. Et non seulement qui sait ce qui s'est passé, mais qui a participé à l'acte criminel. Il est dans l'assistance. Malgré le peu d'éléments dont ils disposent, les enquêteurs essaient d'imaginer le scénario du crime. Laurence pourrait avoir été enlevée, puis assassinée à l'abri des regards.
un mode opératoire qui rappelle le meurtre de Lionel Gineste 7 ans auparavant. Dans les deux cas, usage de couteau, cadavre retrouvé nu face contre terre dans un endroit isolé, avec probablement une voiture dans un cas comme dans l'autre pour transporter le corps. À l'époque, personne parmi les enquêteurs ne relève ces étranges similitudes. L'un côté, c'est la police judiciaire de Nancy, de l'autre côté, c'est la gendarmerie. Les dossiers ne se croiseront jamais, alors qu'il y a une ressemblance manifeste entre ces deux affaires. Lionel, 17 ans, et maintenant Laurence, 14 ans. Leurs assassins ne seraient-ils en fait qu'une seule et même personne? C'est l'enquête sur un troisième meurtre commis à l'autre bout de la France qui va enfin permettre d'entrevoir la vérité. Direction le Finistère, à plus de 900 km de la Lorraine. En ce 14 mai 1989, une femme profite du soleil sur une plage de Bretagne. Aline Pérez, elle est aide-soignante à l'hôpital de Brest. Comme souvent, elle vient se faire bronzer sur la plage. Et il y a du monde, hein. Elle n'est pas toute seule. Bon, c'est pas la foule de la Côte d'Azur, mais elle est là, et il y a quelques personnes. Un homme s'approche d'Aline Pérez. Sans attirer l'attention, il agresse mortellement la jeune femme. Elle a été tuée de 3 coups de couteau. Les 3 blessures étaient mortelles. Un coup de couteau au cœur, un au rein, et elle a été quasiment décapitée. Pas de témoin alors qu'il y avait des gens sur la plage. Un crime mystérieux, sans témoin ni mobile. L'enquête est confiée à un gendarme de la section de recherche de Rennes. Il s'appelle Jean-François Abgral et il est spécialiste des affaires criminelles. C'est un gendarme lambda où il est adjudant-chef. Il se trouve qu'il est de permanence puisqu'on est un dimanche. C'est lui qui va faire basculer cette enquête. Quand on arrive sur une scène de crime comme ça, on s'imprègne un petit peu de l'atmosphère et de tout ce qui paraît étrange. En fait, là, en l'occurrence, la nature du meurtre même est étrange. C'est-à-dire qu'un assassin ne va pas généralement tuer quelqu'un là où il est susceptible de croiser des témoins. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire que ça dénote de la part de l'auteur une volonté de tuer, mais en plus une maîtrise quand même de la victime. Hein. Ça, c'est très important. Finalement, là, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a probablement déjà tué. Malgré cette intuition, Jean-François Abgral est alors loin de se douter que ce meurtre va le mener sur les traces d'un criminel hors du commun. Première piste pour l'enquêteur, celle d'un centre Emmaüs proche des lieux du crime. Parce qu'il y a un foyer juste à côté qui reçoit des SDF, des vagabonds, donc il va vérifier les noms des personnes qui sont là. Parmi ces SDF, un certain Francis Holm qui était là le jour des faits. Un témoin l'aurait vu rôder sur la plage à l'heure du crime. Plus troublant encore, l'homme a quitté précipitamment la région. Il devient aussitôt le principal suspect. Le gendarme Abgral fait diffuser son signalement partout en France. Le meurtre d'Aline Pérez a eu le 14 mai 89 et moins d'un mois et demi plus tard, il reçoit un appel d'une petite gendarmerie de Normandie qui lui signale qu'un marginal d'une communauté Emmaüs s'est fait arrêter parce qu'il n'a pas payé le train. Ce fraudeur, c'est Francis Holm. Le gendarme Abgral quitte Brest pour interroger le suspect. Très vite, ce dernier va le mettre mal à l'aise. Holm va me fixer, va détailler mes faits et gestes à l'extrême. Donc ça se passe comme ça, c'est assez étonnant. Un type avec un physique en effet très très singulier, de grosses lunettes, quelqu'un qui a l'air un peu ahuri, une espèce de tic qui fait qu'on a l'impression qu'il va avaler ses lèvres en permanence. Et la première rencontre va être déterminante pour la suite. En effet, pendant son interrogatoire, Francis Holm se laisse aller à de curieuses confidences. Dans sa discussion, il va rapidement évoquer le meurtre de Brest en le transposant. C'est-à-dire qu'il va évoquer son service militaire, où il dit avoir appris à neutraliser une sentinelle en lui donnant un coup de couteau au cœur, au rein et au cou. Et c'est exactement comme ça que la femme de Brest a été assassinée.
Et à partir de cet instant, le gendarme Abgral va avoir la certitude que Francis Holm est le meurtrier d'Aline Pérez. Et pourtant, Holm nie avoir commis le crime. Il retombe sur ses pattes en disant, voilà, moi j'ai un alibi, j'ai rien à voir avec l'histoire, je suis passé sur la plage effectivement, mais la veille, et le jour des faits, moi j'étais hospitalisé à 80 km de là, dans un hôpital, suite à un malaise cardiaque. Son alibi est confirmé au téléphone par l'hôpital. Et l'infirmière a signé le registre, donc le registre de présence de Francis Holm. Et en plus, sa température à Francis Holm a été prise à 17h, soit l'heure du crime. Donc l'alibi est incontestable. À l'issue de sa garde à vue, Holm est donc remis en liberté. Mais Abgral, lui, est convaincu de tenir l'assassin. Il décide de vérifier lui-même la solidité de l'alibi de Francis Holm. Et là, il va découvrir en fait une pratique assez courante chez les infirmières. On note la température, que le client soit là ou pas. Donc Francis Holm pouvait très bien avoir quitté l'hôpital de Quimper, la température relevée à 17h sans que lui soit présent. On sait maintenant que la prise de température ne veut rien dire. Donc l'alibi s'effondre. Sauf qu'une fois encore, Holm a disparu dans la nature. Mais Abgral est décidé à ne plus le lâcher. Il est maintenant persuadé que ce SDF lui cache d'autres secrets. Plus on va connaître Holm, plus on va remonter son itinéraire qui est énorme. En 10 ans, il a circulé quasiment en toute la France. Sur l'itinéraire qu'on a retracé, on retrouve plus de 400 points de passage quand même, c'est énorme. Jean-François Abgral se demande s'il n'y a pas un parcours criminel derrière tout ça. Parce que le comportement de Francis Holm, qui est quasiment un comportement de SDF en cavale, laisse à penser à Abgral qu'il a commis d'autres crimes. Il faudra plusieurs mois aux gendarmes avant de localiser Francis Holm, cette fois près de Strasbourg, en Alsace. Le suspect, qui n'a plus d'alibi dans l'affaire Pérez, est finalement interpellé en janvier 1992, 2 ans après le crime de Brest. Évidemment, Francis Holm est placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Il est entendu par le gendarme Jean-François Abgral, qu'il connaît par cœur parce qu'il a tellement travaillé sur lui. Un face-à-face capital, puisque Holm, mis en confiance par Abgral, ira cette fois jusqu'au bout de sa confession. Oui, il était bien sur cette plage, armé d'un couteau, le jour du crime. De lui-même, lorsqu'il va consulter l'album photographique que je vais lui montrer, il va expliquer l'histoire, les coups de couteau, par où il s'est sauvé, il va faire un schéma en expliquant sa position sur la plage, la position de la victime, quelque chose d'extrêmement précis. Il nous explique comment il est sorti de l'hôpital, par où il est passé, comment il est revenu. Et si Holm n'explique pas la raison de son geste, ce sont là ses premiers aveux. C'est clair que celui qui à l'époque était le gendarme Abgral a interpellé Holm et élucidé l'affaire Aline Pérez. Ce qui n'était pas forcément évident puisque à l'époque Francis Holm a été arrêté à Strasbourg. Brest-Strasbourg, c'est pas tout à fait le même endroit. Des voyages à travers la France qui intriguent le gendarme Abgral. Sa priorité, reconstituer tous les déplacements de Francis Holm. En fait, on va donner pas mal de moyens à Abgral. On va le laisser aller au STRJD à Rosny-sous-Bois, au fichier central. Objectif, comparer les crimes non élucidés avec les déplacements de Francis Holm. Les interrogatoires sont menés par le gendarme Abgral, car l'enquêteur est parvenu à décoder le système de pensée de Francis Holm. Il dit jamais qu'il a tué quelqu'un et il a toujours rêvé les meurtres, où il est toujours arrivé sur les scènes de crime, où il a rencontré l'assassin, qui lui a expliqué comment ça s'était passé, d'où la précision en fait de ses descriptions. Et on va regarder, on va s'apercevoir que des affaires collent, il était à tel endroit, tel jour, là où a été commis un meurtre, dans des conditions qui ressemblent à son mode opératoire. Parmi ces meurtres commis alors que Francis Holm était dans la région, celui de Laurence Guillaume en mai 1991, cette adolescente de 14 ans tuée à l'Arme Blanche, près de Metz.
Parce que Francis Holm est originaire de ce coin, qu'il a vécu dans ce coin, qu'on est à quelques kilomètres de l'endroit où il est né. Évidemment, les gendarmes se disent, c'est peut-être le nôtre, c'est peut-être le bon, c'est peut-être lui le meurtrier de Laurence Guillaume. Abgral, il dit, ah, ça ressemble fortement à... Bon. Mais je n'en suis pas sûr. Holm est donc interrogé cette fois par la gendarmerie de Metz. Et là encore, il passe rapidement aux aveux. Je ne dis pas qu'il était content d'avouer, mais j'ai l'impression qu'il a été quand même, il s'était libéré. Mais les enquêteurs n'en ont pas terminé avec le suspect. Pour eux, Holm avait forcément un complice. Et il nous donne quand même celui qui l'accompagnait. Mais il dit c'est le cousin. C'est le cousin Laurence Guillaume qui conduisait le véhicule. Ah, ça change tout. Les gendarmes sont effarés parce qu'ils s'en souviennent très bien de ce garçon, ils l'ont vu à l'enterrement. Il était filmé à l'enterrement, il était présent à l'enterrement. Les enquêteurs sont stupéfaits par ces accusations, car ce cousin, Michel, n'a rien d'un criminel. Michel Guillaume est un jeune sans histoire, hein, qui a aucun passé judiciaire, qui ne fait pas parler de lui. C'est le choc dans tout le village. Vous imaginez la consternation quand la famille a appris l'arrestation et la mise en cause de Michel. Pendant plus de 2 ans, Michel Guillaume n'a pas craqué. Aucune émotion lors de l'enterrement de sa cousine Germaine, pas de faiblesse lors d'une audition. Mais là, Michel Guillaume va tout raconter aux enquêteurs. C'est le soir du crime qu'il a fait la connaissance de Francis Holm. Et le cousin boit un coup avec Francis Holm à cette fête où on boit quand même assez régulièrement de la bière. En tout cas, ils ont bu comme des trous. Ils étaient fin sous. C'est là qu'ils croisent la future victime. Laurence Guillaume, sur son 2 roues, n'a pas d'éclairage. Et le cousin, qui est en voiture, propose d'éclairer le chemin. Et Holm, présent, dit « je vais aller reconduire avec toi ». Et ils sont partis tous les deux derrière Laurence. Et Francis Holm va très vite sentir que Michel Guillaume a une attirance sexuelle pour sa propre cousine. Et il va passer son temps à l'exciter dans la voiture. À un moment, Michel qui conduit percute la mobilette tombe, Laurence tombe. Elle a été chargée de force dans le véhicule. Et Holm la maintenait pendant que le cousin conduisait. C'est Holm qui dirige les opérations. Et là, il va intimer à Michel de violer sa cousine. L'intention n'était pas de tuer. L'intention était une agression sexuelle au départ. Et qui tourne mal. Parce que Laurence ne se laisse pas faire. Soudain, Holm se jette sur la jeune fille. Le cousin préfère s'éloigner. Elle crie au secours, il n'y va pas. Là, il craint peut-être de prendre un coup de couteau aussi, parce qu'il a vu, certainement dans les yeux de Holm, il était devenu fou, quoi. Il s'acharnait sur Laurence. Il va la poignarder à plusieurs reprises et finir par l'égorger. Nous sommes en juillet 1993. L'élucidation du meurtre de Laurence, 14 ans, fait évidemment la une des journaux télévisés. La France entière découvre alors le visage de Francis Holm. Un suspect qui va attirer d'autres enquêteurs, ceux de la PJ de Nancy. Depuis 8 ans, il tente d'élucider le meurtre de Lionel Gineste. Un crime que le commandant Massel s'était juré de résoudre. Je fais une relation absolument intéressante avec l'affaire Guillaume à Metz. Je découvre que c'est la copie de l'affaire Gineste. Même violence sexuelle, même blessure mortelle. Pour le policier, ces 2 crimes portent la signature de Francis Holm. Je ne savais pas sa réaction, je ne savais pas s'il allait avouer, je ne savais pas... Enfin, je n'avais aucune preuve que c'était lui, mais enfin, bon, c'était bien parti. Francis Holm, dans ses déclarations au commandant Massel, va lui expliquer qu'il a pris une jeune fille en stop avec un complice. Un certain Joseph Molins qui fréquentait Holm à l'époque. Ce jour-là, ils ont picolé toute la journée. Et puis jusqu'à tard le soir.
Et puis à un moment donné, ils sont en voiture tous les deux, et c'est Molins qui conduit. Les deux hommes sont un peu en errance, en virée, je ne sais pas comment on peut dire, et effectivement ils tombent sur cette malheureuse. On est arrivé au croisement où il y avait la cabine téléphonique, et on a vu la jeune fille, donc on l'a pris en charge, elle nous a demandé si on pouvait l'amener chez elle. Mais soudain, la voiture bifurque dans une autre direction. Ils vont l'emmener dans un endroit isolé. Et à partir de là, les choses vont déraper, évidemment. Le complice de Holm, dans une espèce de partage des rôles un peu funeste et sordide, viole la jeune femme et Francis Holm la tue. Et ils vont l'abandonner totalement nue dans ce champ, face contre terre. J'étais tellement content d'avoir solutionné l'affaire que j'ai téléphoné à Madame Gineste. Et là, elle était heureuse, quoi. Et c'était surtout pour elle le fait qu'elle voulait savoir qui avait fait ça à sa fille. Ça enlèvera les soupçons sur certaines personnes parce que, bien sûr, comme on ne savait pas nous enlever un poids. Et puis, ça la fera parvenir, mais que la justice soit faite, parce qu'il n'y a pas de raison que la justice ne fasse rien. Déjà, 3 meurtres de femmes signés Francis Holm. Mais les enquêteurs sont convaincus qu'il a commis d'autres crimes ailleurs, au gré de ses errances. Mais combien? Pour le découvrir, ils vont retracer le parcours de celui qui va bientôt se révéler comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Francis Holm est né en 1959 à Metz. Son père est ouvrier du bâtiment, sa mère, femme de ménage. Si vous voulez, rien ne va bien pour lui, quoi. Il n'est vraiment pas né sous une bonne étoile. Il a habité un quartier d'HLM qui s'appelle la Cité Radieuse. Elle n'a de radieuse que le nom. Dans un milieu assez proche de l'Assommoir de Zola, hein, avec un père très alcoolique, semble-t-il très violent. Et une mère, semble-t-il, qui buvait pas mal non plus, mais à laquelle il vouait un culte incroyable. Un amour fusionnel, une vraie admiration de Francis pour sa mère. Il avait une photo de lui avec sa mère. Sa mère était belle. Et on voyait ce petit garçon à côté d'elle. Quand on regardait cette photo, on se disait, mais comment est-ce qu'un gamin, un beau petit garçon comme ça, peut devenir Francis Holm? Le jeune Francis Holm quitte très tôt le système scolaire. Petit boulot, chantier, mission d'intérim. À 20 ans, il vit chez ses parents qui ont déménagé dans le centre de Metz. Il mène alors une existence sans histoire. Ce n'est pas un marginal, c'est quelqu'un qui travaille. C'est un enfant de Metz, hein, dans un quartier qui est très connu, hein, le quartier de la rue Saint-Marcel. Ainsi s'écoule la jeunesse de Francis Holm dans ce quartier tranquille auprès de celle qu'il vénère par-dessus tout. Et sa mère, si vous voulez, c'était devenu une sainte. C'est la présence de sa mère à ses côtés, la présence rassurante de sa mère à ses côtés, qui fait de lui un être humain. Il a une santé un peu fragile, c'est elle qui s'occupe de lui, c'est encore la maman d'un bébé. En fait, tant que sa mère est en vie, il est quelque part cadré. Et il arrive à avoir une vie normale. Pour Francis Holm, ce fragile équilibre familial s'effondre brutalement en octobre 1984. Le jour où cette femme meurt d'un cancer, un cancer foudroyant, elle est emportée en quelques mois, c'est le détonateur du parcours criminel de Francis Holm. Le psychiatre Serge Bornstein a rencontré Holm en prison. C'est lui qui a mis en évidence l'importance majeure de ce traumatisme. Il y a une perte, une carence affective énorme qui s'opère à ce moment-là. Et il se sent rejeté, il se sent complètement à part de la société et les pensées les plus folles vont l'assaillir. Francis Holm dit ce jour-là, le décès de ma mère, ça a fait boum dans ma tête. L'existence de Francis Holm vient de basculer. C'est quelqu'un qui décide à partir de ce moment-là de changer de vie, de tenter sa chance ailleurs et de voir du pays comme il le dit. Alors il marche à pied, il prend le train, du stop, n'importe quoi. Première étape de son voyage, Pont-à-Mousson, à 50 km de Metz. C'est là qu'il croise la route de Lionel Gineste.
Il commet son premier crime 3 semaines après le décès de sa mère. Il y a une vraie relation de cause à effet entre la mort de sa mère et son premier crime. Le lendemain de ce premier meurtre, Francis Holm entame, seul, un périple de 8 années à travers la France. Dans toutes les villes, tous les villages qu'il traverse, ce sans domicile fixe ne se fait jamais véritablement remarquer. Quand on voit Francis Holm, on ne voit pas un monstre arriver, on voit un type avec un physique en effet très très singulier, qui n'incarne pas la figure du criminel de sang-froid. C'est toute la force de Francis Holm, c'est qu'il a ce côté clochard, SDF, qui lui a permis de se fondre dans la population. Il passe totalement inaperçu. Ce que personne ne sait à l'époque, c'est que Holm souffre en réalité d'une maladie génétique rarissime. Il est atteint du syndrome de Klinefelter. En fait, c'est une trisomie. Au lieu que ce soit la trisomie 21, c'est une trisomie sur la paire, normalement, de chromosomes sexuels. Il en a 3 au lieu d'en avoir 2. Ce qui entraîne une infertilité d'une part, une débilité légère à moyenne, et puis des organes sexuels, génitaux atrophiés. Il ne pouvait pas avoir des relations sexuelles avec les femmes. Il était frustré à cause de ça. Et probablement qu'il trouve sa jouissance dans le passage à l'acte criminel. Des accès de violence dont les experts diront qu'ils sont favorisés par une consommation massive d'alcool. En fait, Holm boit tout le temps. À une époque de sa vie, à cette époque de sa vie, Holm est tout le temps alcoolisé. S'il est sur la place d'un village, il est saoul. S'il est dans un train, il est saoul. Il a une vision complètement floue de la réalité parce qu'il est ivre d'alcool et de médicaments. S'il a mélangé des psychotropes, anxiolytiques ou autres avec l'alcool, leur effet est amplifié et redoutable. Un mélange qui constitue l'élément déclencheur de tous les actes criminels de Francis Holm, selon un scénario très souvent identique. Il y a une espèce de signature, une technicité du crime de Holm, c'est de faire agir les autres, une manipulation extrêmement habile. Il invitait toujours des gens à boire une bière, après ils avaient un petit coup d'emmener, et après il a l'impression qu'il faisait un peu ce qu'il voulait avec ces gens-là, qui étaient des gens tout à fait normaux. Il y a 3 personnes, il y a Francis Holm, il y a la victime, il y a un 3e qui interprète la partie sexuelle du scénario. Il vit d'une certaine manière le viol par procuration, donc il a besoin d'un complice pour assouvir ses pulsions sexuelles. Des pulsions qui, pour Holm, deviennent criminelles. Ce déchaînement de violence, de rage, de colère, ça doit être effrayant, quoi. Il pète les plombs, il voit rouge, et là il doit avoir une espèce de force qu'on les fout pour le passage à l'acte. À ce stade, Francis Holm n'est accusé que de ces 3 meurtres de femmes, mais les enquêteurs sont persuadés que la liste de ses victimes est beaucoup plus longue. Ils épluchent alors tous les itinéraires de Holm à partir des jours qui ont suivi la mort de sa mère. Partout en France, des vérifications sont faites sur les déplacements de Holm, afin de savoir s'ils correspondent à des crimes non élucidés. À chaque fois, le gendarme Abgral est sollicité. À partir de là, il va y avoir un phénomène d'aspiration de Jean-François Abgral, parce que tout le monde va l'appeler. Tout le monde va l'appeler. Des collègues gendarmes, des policiers. Minutieusement, les enquêteurs retracent le parcours de Holm entre son premier crime, celui de Lionel Gineste, et son arrestation 8 ans plus tard, début 1992. Et ça, on va le reconstituer avec les amendes SNCF, les amendes pour ivresse, les colis alimentaires qu'il est allé récupérer dans les mairies. Une stratégie qui va s'avérer payante. Premier recoupement, la présence du routard du crime est signalée fin 1986, près de Metz. Holm est alors hospitalisé dans la région. À l'époque, une jeune femme est sauvagement assassinée, non loin de là. C'est son 2e meurtre, et son rituel est déjà bien rodé. Annick Maurice est une jeune fille de 26 ans qui travaille dans un supermarché à Metz. Elle remplit les gondoles du magasin.
C'est-à-dire qu'on imagine quand même une vie pas facile, quoi, la pauvre. Elle part très tôt le matin travailler, elle emprunte une sorte de long tunnel souterrain. 6 heures du matin, il fait encore nuit quand Annick s'engage seule dans ce tunnel. Elle a le malheur de croiser la route de Francis Holm et du complice, un nouveau complice, qui s'appelle Philippe Edivon. Les deux hommes fortement alcoolisés kidnappent la jeune femme pour l'agresser sexuellement. Elle finira froidement étranglée par Francis Holm sous les yeux du complice. Les enquêteurs continuent d'analyser le parcours de Holm. Nouvelle concordance, 2 ans plus tard, à l'été 1988. Il était bien dans les Ardennes lors des meurtres de Georgette Manès et Ghislaine Ponsard. Mais cette fois, c'est seul que le tueur va massacrer ces 2 retraités chez elle, à l'Arme Blanche. Quelques mois plus tard, en avril 1989, la trace de Francis Holm ressurgit à l'autre extrémité de la France. Les enquêteurs établissent qu'il est alors hospitalisé près de Saint-Tropez. Il y a un petit gamin de 9 ans. Il s'appelle Joris, il est belge. C'est un petit garçon flamand, donc qui ne parle pas français, qui vient passer ses vacances avec ses parents à Port-Grimaud. Il va disparaître à la sortie du camping à Port-Grimaud et personne n'a rien vu. Des battues sont lancées partout dans la région, mais il faudra plusieurs jours aux enquêteurs avant de découvrir l'effroyable vérité. Un nouveau crime d'enfant, le corps du petit Joris, retrouvé près de Port-Grimaud dans le Var. L'enfant était recherché depuis une quinzaine de jours. Un couple de touristes a découvert à proximité du CD14 le cadavre d'un petit enfant. C'est ici que le corps est retrouvé. L'autopsie révèle que le petit Joris a été étranglé et tué de 83 coups de couteau. Un meurtre d'enfant dans une station balnéaire, c'est quand même pas fréquent. Ça sème le traumatisme dans la région. Il y a un détraqué qui se balade dans le coin. On s'aperçoit qu'il a été hospitalisé dans le coin au moment de la mort de Joris. Et là, en l'occurrence, il va dire qu'il se souvient très bien de cette histoire, que ce gamin, il l'a croisé, qu'il a discuté avec lui, qu'il lui a posé une question et que le gamin lui a répondu en flamand. Et du coup, ça l'a énervé. Un motif dérisoire qui va pousser Holm à commettre l'irréparable, comme il le racontera lui-même en détail à la police. J'ai tué le petit Joris. Alors il m'a dit je l'ai étranglé parce qu'il m'a énervé. Il parlait pas français. Ah, je lui dis si tu tues tous les gens qui parlent pas français, putain, il va y avoir des morts. Hein. Elle me dit oui mais celui-là il s'est foutu de ma gueule. Il y a un moment terrible dans les aveux de Francis Holm concernant le petit Joris. Il compare cet enfant à un arbre et il mime l'étranglement de l'arbre alors qu'on sait en réalité que c'était l'enfant. Il dit je le serre comme un tronc d'arbre et il me regardait en s'arrachant les cheveux sur les tempes. Et comment voulez-vous comprendre ce que dit cet homme quand vous êtes enquêteur et que vous êtes en face de lui et qu'il vous raconte ça? On sent qu'il y a une confusion mentale, qu'on est vraiment aux confins de la folie, hein, on est aux frontières de la folie. Pourtant, le jour du crime, le comportement de Holm aurait pu alerter le personnel médical. Il rentre seul le soir, et là c'est quand même quelque chose d'énorme. Il demande à voir la psychologue de l'établissement et il lui dit « j'ai tué quelqu'un ». Et la psychologue lui dit « écoutez monsieur Holm, c'est bon, arrêtez de dire n'importe quoi et remontez dans votre chambre ». Une fois de plus, Francis Holm vient d'échapper à la justice. Comme à son habitude, il quitte la région sans être soupçonné et continue son périple criminel à travers la France. Holm vient de tuer le petit Joris, c'est son 5e meurtre. Un mois plus tard, à 1400 km de la Côte d'Azur, sur une plage de Bretagne, il assassine Aline Pérez. Mais ça n'est pas fini. Les enquêteurs s'intéressent maintenant au meurtre de Sylvie Rossi, 31 ans, commis 2 mois plus tard près de Reims. Là encore, Holm était dans le secteur et cette nuit-là, sa route a bien croisé celle de la victime.
Nous sommes en juillet 1989, elle rentre de son travail et chemin faisant, elle est au volant de sa voiture, elle prend Francis Holm qui fait du stop. Francis Holm va dire qu'elle a eu une attitude qui lui l'a choquée. Il affirme que cette jeune femme qui était habillée plutôt sexy lui a fait des avances, des propositions et qu'à un moment donné, il a vu rouge, qu'il a pété les plombs. Holm est pris d'un nouvel accès de violence. Il oblige Sylvie à s'arrêter en rase campagne. On va retrouver le lendemain sa voiture, portière ouverte au bord d'une route, son corps à près de 500 mètres de là dans un champ. Elle est étranglée par quelqu'un qui l'a tenue d'une main. Quand elle est tombée, il l'a piétinée, il lui a sauté dessus. C'est le 7e meurtre dont Francis Holm est accusé. Un crime sauvage qui marquera à jamais la mère de Sylvie Rossi. C'est pire qu'un cauchemar. On voudrait même disparaître pour tellement c'est dur à porter. Hein. Je rêve encore d'elle. J'ai toujours rêvé d'elle et j'aime bien rêver d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle est encore là. Moins de 2 ans après la mort de Sylvie Rossi, Holm assassine une 8e victime, cette fois dans la région de Metz. Elle a 14 ans, elle s'appelle Laurence Guillaume. En 8 années d'errance criminelle, Holm aura donc tué principalement des femmes. Mais début 1992, c'est à un homme rencontré à Boulogne-sur-Mer qu'il va s'attaquer. Un crime, le 9e, qui donnera lieu à cette reconstitution en présence de Francis Holm. Là, il va s'en prendre à un vieux monsieur, enfin un monsieur d'un certain âge, qui est en pleine dépression parce qu'il a perdu sa femme, il est veuf. Sans aucune raison, ce retraité est massacré sur place à coups de pierre. Un meurtre commis seulement 3 jours avant l'arrestation du tueur en série. Ce sera sa dernière victime identifiée. Avec cette ultime affaire, Holm est tenu pour responsable de 9 assassinats. Mais cache-t-il d'autres secrets? Certains enquêteurs en sont convaincus. On peut découvrir d'autres meurtres parce qu'il est évident, moi il m'a dit qu'il en a tué plusieurs dizaines, et il en a peut-être pas tué 100, mais il en a tué plus que 10. 9 assassinats avérés et peut-être beaucoup plus. Une série qui fait de Francis Holm un criminel hors norme et qui lui vaudra d'entamer un nouveau Tour de France, celui des cours d'assises. Draguignan, dans le Var, mai 1997. 8 ans après les faits, Holm est jugé pour le meurtre du petit Joris. C'est le plus médiatisé de tous ces procès. À son entrée dans le box, l'accusé est précédé par sa terrifiante réputation. Quand il apparaît, si vous voulez, on a enfin le personnage. On attend le monstre. On attend le monstre. C'est la bête de foire. Donc il y a une espèce de frisson qui parcourt la salle en se disant mais ah c'est lui, ah c'est lui. Les parents de Joris, eux, ne peuvent retenir leur émotion devant Francis Holm. Pendant quelques dizaines de secondes, un silence tout à fait pesant survient dans la salle des assises. Il y a quelque chose qui s'accroche à ce personnage et qui est extrêmement impressionnant. Un verdict sans surprise en revanche pour Francis Holm, qui a été condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans par la cour d'assises du Var. C'est la peine la plus lourde qui a été infligée à ce jour au routard du crime. Quatre ans après ce procès, Holm dort en prison. Mais les enquêteurs cherchent toujours à vérifier s'il n'a pas fait d'autres victimes. Et son nom va apparaître dans un nouveau dossier. Une affaire criminelle parmi les plus retentissantes de ces dernières décennies. Maison d'arrêt de Lyon, 24 avril 2002. Cet homme s'appelle Patrick Dys. Il vient de passer 15 ans en prison avant d'être finalement acquitté par la cour d'assises.
Extrêmement content de retrouver la liberté, même si j'en mesure pas pour le moment encore toutes les conséquences. J'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur, mais des questions, oui. Ouais, je me pose un tas de questions. Pour Patrick Dils, trop de questions restent sans réponse. Après des années de prison, la justice vient de le déclarer innocent du meurtre sauvage de 2 enfants commis en 1986 près de Metz. Et s'il retrouve la liberté, c'est parce qu'un autre nom est apparu tardivement dans cette terrible affaire. Un nom désormais célèbre, celui de Francis Holm. Montigny-lès-Metz, le 28 septembre 1986. Cyril et Alexandre ont 8 ans. Les 2 enfants sont retrouvés morts près de cette voie ferrée, le crâne fracassé à coups de pierre. Dès le départ, si vous voulez, dans l'Est, ça s'est appelé l'affaire des enfants de Montigny. Parce que c'est pas souvent 2 enfants tués ensemble, c'est pas tous les jours, Dieu merci. Et donc là, c'est vrai que là, il y avait eu une émotion considérable, quoi. À l'époque, sous la pression des enquêteurs, le jeune Patrick Dils, 16 ans, passe aux aveux. Il restera pendant 15 ans le coupable désigné. Jusqu'au jour où les enquêteurs qui travaillent sur Francis Holm vont apporter de nouveaux éléments qui vont relancer cette affaire. Car Holm a fait d'étranges déclarations au gendarme Abgral. Il a expliqué qu'il était passé dans l'est de la France, le long d'une voie de chemin de fer, qu'il avait vu des gamins qui lui avaient jeté des pierres, et que plus tard il était revenu dans l'idée justement de corriger ces gamins ou de s'adresser à eux, et que lorsqu'il est arrivé, il y avait des policiers, des gendarmes, et que les gamins étaient morts. Le meurtre commis avec une grande violence, les enfants ont la tête écrasée avec des pierres. Francis Holm est à proximité, il est passé par là. Je serais quand même très surpris qu'il ne soit pas impliqué à un degré ou à un autre dans le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Mais comme souvent, le suspect multiplie les déclarations contradictoires. Francis Holm, c'est quelqu'un qui dit une chose et son contraire à 30 secondes d'intervalle. Il a dit « je suis passé ce jour-là », après il a dit « je ne suis pas passé ce jour-là », après il a dit « je suis monté sur le talus », après il a dit « c'est pas vrai, je ne suis pas monté sur le talus ». Bien entendu, il n'a jamais reconnu avoir tué les enfants. Une version que Holm maintiendra dorénavant lors de tous ses interrogatoires. On ne te demande pas d'avouer des meurtres que tu n'as pas fait, on te demande d'avouer des meurtres que tu as fait. Que je lui ai dit, tu sortiras pas de prison, tu mourras en prison, tu le sais très bien, tu as commis trop de meurtres, tu es un gars qui est inguérissable. Voilà, qu'est-ce que ça a à faire d'en avouer un de plus? Au contraire, je lui disais, tu iras au ciel quand tu iras, on te pardonnera. Le 31 mars 2014, Francis Holm fait face à la cour d'assises de Moselle pour enfin répondre de ses actes lorsqu'un nouveau coup de théâtre survient. Un témoin surprise affirme qu'un certain Henri Leclerc, un temps soupçonné, lui aurait confié être présent sur la scène de crime. Le procès de Francis Holm est renvoyé au bout de 2 jours pour un supplément d'information. Quant à Henri Leclerc, il est mis en examen. Pour les familles, c'est un nouveau coup dur. Je pense tout particulièrement aux victimes, auxquelles tous les 10 ans ou 15 ans, on sert un nouveau coupable. Et à chaque fois, c'est sûr, c'est lui. Je veux dire, c'est terrifiant pour ces gens-là. Voilà. Alors, pas d'assassin. C'est une justice, ça, vous croyez, pour nous c'est une justice, nous. Comme on dit si bien, on ne peut pas faire notre deuil. Hein? Mais moi, je veux dire ça. Notre deuil, nous. Ben, je veux dire ça aux Français. Nous, on l'a fait, notre deuil. Le 28 septembre au soir, à 7h30 du soir, quand on nous a dit, hein, ils ne sont plus en vie, ils sont massacrés. Mais le présumé complice bénéficie d'un non-lieu en juillet 2016. Justice maintenant avec l'ouverture d'un nouveau procès pour Francis Holm. Il comparaît cette fois pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Le 5e procès lié au meurtre de Cyril et Alexandre s'ouvre le 25 avril 2017 devant la cour d'assises de Moselle. Francis Holm est à nouveau seul dans le box des accusés. Mais la tâche des jurés s'annonce difficile. Toutes les preuves sont détruites, les preuves matérielles sont détruites. Alors au bout de 30 ans, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on a? Si l'on n'a pas d'aveu
c'est vraiment des aveux circonstanciés de Francis Holm, eh bien, il ne reste plus rien, il faut bien le reconnaître. Le mercredi 17 mai 2017, Francis Holm est condamné à la perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Plus de 30 ans après les faits, les familles de Cyril et Alexandre ont enfin reçu de la justice la réponse qu'elles attendaient. Pourtant, beaucoup restent persuadés que Francis Holm cache encore d'autres secrets, qu'il pourrait avoir commis bien d'autres meurtres pendant ses 8 années d'errance. C'est sans doute ce qui fait de lui l'un des plus inquiétants tueurs en série français. Même s'il fait appel de cette dernière décision, le routard du crime passera de toute façon le restant de ses jours ici, dans cette prison de haute sécurité de l'Est de la France. Parti chercher un peu d'argent chez son ex-mari, Rhonda Lee Ransom disparaît mystérieusement la nuit du 26 mai 2013. Son corps est retrouvé le lendemain matin, flottant en bordure du lac Terry. Tandis que sa famille cherche à comprendre ce qui a pu se passer, la police de Pontiac, dans le Michigan, envisage toutes les possibilités. Matthew, l'ex-mari, a un comportement étrange. A-t-il quelque chose à voir avec le meurtre? La jeune femme a-t-elle croisé par hasard la route de son tueur? Voici La disparue du lac, un nouveau document de chronique criminelle. Pontiac, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Le 27 mai 2013 au petit matin, le corps sans vie de Rhonda Ransom Lee, une jeune mère célibataire de 32 ans, est retrouvée au fond d'un lac. J'ai vu quelque chose à la surface de l'eau. Je l'ai touché et là, j'ai vu que c'était quelqu'un. Comme elle était un peu dévêtue, on a tout de suite imaginé qu'elle s'était faite violer. Les enquêteurs décident de passer au crible l'emploi du temps de la jeune femme. Ils apprennent que la veille, elle s'est rendue chez son ex-compagnon, un certain Matthew Caffey. Elle n'est jamais rentrée. Il lui avait demandé de venir à son bureau pour qu'il lui donne de l'argent. J'avais le sentiment qu'il ne nous racontait pas tout. Matthew est-il coupable du meurtre de Rhonda? L'argent serait-il le mobile du crime? Tu veux me prendre tout mon argent? Il y avait quelque chose chez lui qui ne me plaisait pas du tout. Je lui avais conseillé d'arrêter de le voir, au moins pendant quelque temps. Aux yeux des enquêteurs, l'homme est le principal suspect. Mais ils n'ont pas l'ombre d'une preuve. Ils cherchent alors d'autres indices. Il y avait des traces de lutte. L'intérieur était en désordre. Il y avait des trucs un peu partout, des objets au sol. Je commençais à penser qu'elle avait été tuée là, dans sa voiture. Cette piste conduit les policiers vers 2 SDF. Et si finalement le meurtre de cette jeune mère célibataire était l'œuvre d'un rôdeur? On suivait plein de pistes différentes, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et on essayait de faire des recoupements. Qui a tué Rhonda Ransom Lee? Et pour quelle raison? Retour sur l'histoire de cette jeune femme dont la vie a basculé une nuit de mai 2013. Nous sommes le 26 mai 2013 à Pontiac, dans l'État du Michigan. Rhonda Ransom Lee, une jeune mère célibataire de 32 ans, est partie en pleine nuit réclamer un peu d'argent à son ex-mari, Matthew. Au petit matin, sa mère s'inquiète de ne pas la voir rentrer. Allô? Il était environ 6 heures du matin et ma mère était au téléphone avec Matthew. Je m'inquiète. Où est Rhonda? Je sais pas. Il avait appelé quelques heures plus tôt en demandant si Rhonda était bien rentrée. Non, j'ai pas une nouvelle. Elle a commencé à s'inquiéter. Rhonda aurait dû être rentrée depuis longtemps. Inquiète, sa famille décide de partir à sa recherche. Du nouveau? Non, ma chérie. Je vais la chercher. Ma mère m'a dit, j'ai besoin que tu partes à sa recherche. J'ai décidé d'y aller, car je ne voulais pas qu'elle continue à se faire du souci et qu'elle prenne le volant. J'ai cherché sa voiture partout, dans tous les endroits qu'elle fréquentait. Je n'imaginais rien de grave, mais je n'étais pas tranquille. Je suis rentrée et j'ai dit à ma mère que je ne l'avais pas trouvée. J'ai cherché partout. On est devenus vraiment inquiètes. On a donc appelé la police.
Ma fille a disparu. La police nous a dit qu'il fallait attendre 48 heures avant qu'elle soit portée disparue. Mais la mère de Rhonda sent qu'il se passe quelque chose de grave. Elle cherche de l'aide auprès de Rachel, son autre fille, qui habite à 1200 km de là. Ma mère m'a téléphoné. Elle m'a dit, Rachel, Rhonda a disparu. Comment ça disparu? Où allait-elle? Et pourquoi faire? Quand est-elle partie? À 3 heures du matin. Et elle n'est pas rentrée? Pourquoi est-elle sortie à 3 heures du matin? Matthew devait lui donner des couches. Il lui a dit de venir à cette heure-là. Regarde sur ton téléphone et donne-moi le numéro de Matthew. Je vais l'appeler. J'ai appelé le numéro d'où avait appelé Matthew. Allô? Il semblait très nerveux. Je lui ai dit, tu l'as vue? Il m'a dit, oui, je l'ai vue. Elle était garée en bas de l'immeuble. Je suis descendu et j'ai vu sa voiture. Il m'a dit, elle est partie quand je suis sortie. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas couru pour la rattraper et pour lui montrer qu'il était là. Il s'est tendu et il m'a dit qu'il devait raccrocher. Rachel et Robin, les sœurs de Rhonda, ne savent plus quoi faire et se tournent vers leur frère Rudy. Rachel m'a appelé un dimanche, tôt le matin. Elle m'a dit que Rhonda n'était pas rentrée. Elle voulait que j'appelle Matthew. Salut Matthew. Rudy? Rhonda n'est pas venue? Je lui ai demandé ce qui se passait et s'il avait vu ma sœur. Il m'a raconté tout un tas d'histoires. Je sais pas où est ta sœur, mais j'ai trouvé son téléphone. J'ai son téléphone. T'as trouvé son téléphone? Un type me l'a vendu $5. L'histoire de Matthew semble difficile à croire. Comment a-t-il obtenu ce téléphone? Ce qu'il raconte est invraisemblable. J'ai trouvé ça troublant. Je voulais retrouver ma sœur. Je ne savais pas quoi penser. À ce moment-là, je me suis mise à pleurer. Je me disais, il a dû arriver quelque chose de grave à ma sœur. La famille de Rhonda est de plus en plus inquiète. Où est passée la jeune femme? Est-elle toujours vivante? À l'autre bout de la ville, sur les bords du lac Terry, Jack Ann Mays, un habitant de Pontiac, fait une terrible découverte. J'étais en train de pêcher et j'ai vu que quelque chose tirait sur ma ligne. J'ai essayé de mouliner, mais ça voulait pas venir. Ma ligne était coincée. J'ai voulu voir ce qui la retenait. J'ai vu quelque chose à la surface de l'eau. J'ai pensé que c'était un mannequin. Je l'ai touché et là, j'ai vu que c'était quelqu'un. Alors j'ai appelé la police. Jeff Bushman et Joseph Marucci de la police du comté d'Oakland sont à la brigade criminelle depuis plus de 15 ans et sont partenaires depuis 2 ans et demi. On avait trouvé un cadavre à Terry Lake. Il était environ 11h30 ou midi. Le périmètre de sécurité était déjà installé. Depuis le début de ma carrière, c'était la première fois qu'on retrouvait un corps dans ce lac. J'avais déjà vu des crimes, mais pas de ce genre-là. C'était une femme afro-américaine partiellement dévêtue. Elle ne me semblait pas être restée dans l'eau plus de 10 ou 12 heures. Comme elle était un peu dévêtue, on a tout de suite imaginé qu'elle s'était faite violer. Une pièce d'identité? Marucci et Bushman apprennent qu'une famille a appelé le matin même à propos de la disparition d'une jeune femme. S'agirait-il de la même personne? Elle correspondait au profil. Rhonda conduisait un monospace quand elle est partie de chez elle. Mais il n'y a aucune trace de son véhicule. Marucci, viens voir. Au bord de la route, près de l'endroit où se trouvait le corps, on a retrouvé plusieurs objets. On a retrouvé ce qui semblait être les devoirs d'un enfant pour l'école. Ça a attiré mon attention, car la plupart des parents ne jettent pas les devoirs de leurs enfants dans la rue. La description, les devoirs, les heures, tout semble mener à une conclusion. Il s'agit sûrement du corps de Rhonda Ransom Lee.
Ses 3 jeunes enfants ne la reverront jamais. Avec Jeff, on avait travaillé sur plusieurs meurtres. Quand on l'a vu, on s'est dit qu'on allait résoudre cette affaire. Qu'est-il arrivé à cette jeune mère célibataire? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? S'agit-il d'un règlement de compte? Depuis quelques années, la petite ville de Pontiac est en proie à la délinquance. Située à une 50aine de kilomètres au nord de Détroit, elle a prospéré grâce à l'industrie automobile. Mais quand General Motors a liquidé la marque Pontiac en 2010, la ville est tombée dans une spirale infernale. Pontiac, c'est le vilain petit canard du comté d'Oakland, malheureusement. Tout le monde est pauvre. Les commerces tentent de s'installer, mais ferment au bout de quelques mois. Il y a beaucoup de chômage et le taux de criminalité est important. La plupart des dealers ou des agresseurs savent que leurs actes ont des conséquences vraiment graves. Mais Rhonda Ransom Lee ne fréquente pas ces milieux. C'est une mère célibataire. Elle se consacre entièrement à ses 2 garçons de 6 et 12 ans et à sa fille de 9 mois. Elle était plus renfermée que nous, enfants. Mais elle commençait à s'ouvrir aux autres, à être moins timide. Elle aimait chanter et plaisantait beaucoup. On avait 20 mois de différence. On était presque jumeaux. On faisait tout ensemble. On a grandi ensemble, on allait à la même école. C'était une très belle femme. Les garçons s'intéressaient à elle, évidemment, et je suis devenu protecteur. Maman! Rhonda aimait passionnément ses enfants. Viens t'asseoir, mon chéri. Ok. Tous les 3. Énormément. Le plus triste, c'est que sa fille n'aura aucun souvenir d'elle. Les enquêteurs sont presque sûrs que le corps retrouvé dans le lac Terry est celui de Rhonda. Mais ils doivent confirmer leur intuition. On est allé chez elle. Gloria Ransom? On a des questions à vous poser. On a dû l'identifier. D'accord. Je lui ai montré mon téléphone et je lui ai demandé si c'était sa fille. Non. Ma mère a dit, c'est Rhonda. Oh, mon bébé. Elle s'est mise à pleurer. C'est peut-être ce qui m'a fait le plus de peine. C'était sa fille et ma sœur. Gloria, la mère de Rhonda, est effondrée. Elle parvient cependant à trouver la force d'apprendre la nouvelle à ses enfants. Ma mère m'a appelée. Rachel, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ils ont retrouvé Rhonda dans un lac. Rhonda est partie. J'ai dit non. Non. C'est la vérité. Ma mère semblait distante. C'était le genre de personne à vous réconforter. Mais à ce moment-là, elle a simplement raccroché. Les policiers ont désormais un meurtre à élucider. Qui a bien pu tuer Rhonda, une jeune femme sans histoire? Et pour quelle raison? Pour commencer leurs investigations, les enquêteurs décident d'interroger la dernière personne à avoir vu Rhonda vivante. Il s'agit de Matthew Caffey, son ancien petit ami et le père de sa fille de 9 mois. À leur grande surprise, le jeune homme les attend au bureau du shérif du comté d'Oakland. Il a quelque chose à leur donner. C'est quoi? Matthew était en possession du téléphone de Rhonda. Vous l'avez eu comment? Par un SDF. La réponse de Caffey semble difficile à croire. Un SDF? Asseyez-vous. Matthew disait que plus tôt dans la matinée, quelqu'un l'avait appelé du téléphone de Rhonda. Rhonda? C'est pas Rhonda. C'est qui? Et cette personne disait avoir trouvé le téléphone. Je vous paierai pour ce téléphone.
Matthew a ensuite rencontré cet individu dans une épicerie du coin pour récupérer le téléphone. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça étrange. J'avais le sentiment qu'il ne nous racontait pas tout. Un SDF? Un SDF? Ça a éveillé mes soupçons sur Matthew. C'est comme ça que l'interrogatoire a commencé. Dites-nous où vous étiez. Les enquêteurs veulent savoir ce que faisait Café juste avant la disparition de Rhonda. J'étais dans mon bureau. Je t'accompagne au magasin, si tu viens tout de suite. Il lui avait demandé de venir à son bureau pour qu'il lui donne de l'argent. Matthew Café raconte aux enquêteurs que Rhonda avait besoin d'argent pour acheter des couches pour leur bébé. Il ajoute même que la jeune femme l'a appelé quand elle est arrivée à son bureau. Il était 3h17 précisément. D'accord, je descends tout de suite. En descendant, il avait vu sa voiture. Il est arrivé en bas, dans l'entrée, et il nous a dit qu'en sortant de l'immeuble, il avait vu Rhonda reculer. Il disait qu'il avait trouvé ça étrange et il ne savait pas ce qui se passait. Quand elle a reculé, les phares l'ont ébloui et il a cru distinguer quelqu'un dans le siège passager. Je suis arrivé en bas et elle est partie. Le problème, c'était qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer son histoire. Matthew Café ne convainc pas les enquêteurs, bien au contraire. Les policiers décident alors de fouiller dans son passé. Ils apprennent que la famille de Rhonda voyait leur relation d'un très mauvais œil. J'ai rencontré Matthew le jour de la naissance de ma nièce. Il y avait quelque chose chez lui qui ne me plaisait pas du tout. Je me souviens qu'on avait eu une discussion à son sujet. Elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes, des hauts et des bas. Je lui avais conseillé d'arrêter de le voir, au moins pendant quelque temps. Ils avaient une relation houleuse. Ils pouvaient être très amoureux et bien s'entendre un jour, et se disputer le lendemain. L'objet de ces disputes, bien souvent, l'argent. Les enquêteurs découvrent que 3 semaines avant sa mort, Rhonda avait annoncé à Matthew qu'elle allait lui demander de payer une pension alimentaire. Matthew Café serait-il impliqué dans le meurtre de Rhonda? L'argent serait-il le mobile du crime? 30 heures après le début de l'enquête, le médecin légiste termine son rapport. Rhonda a été violée, puis étranglée. Des traces de sperme sont retrouvées. Matthew Café, soucieux de prouver son innocence, accepte de fournir un échantillon d'ADN. Les tests ADN sont réalisés par la police du Michigan, pas par nous. En général, il faut attendre plusieurs mois avant d'avoir les résultats. En attendant les résultats des analyses, les enquêteurs passent les alentours du lac au peigne fin. Ils veulent à tout prix retrouver la voiture de la victime. Ils ont trouvé sa voiture. On a retrouvé la voiture à environ 800 mètres du lac. Elle était juste garée dans la rue. Dans la voiture, les enquêteurs relèvent le moindre indice et découvrent de précieuses informations. Il y avait des traces de lutte. L'intérieur était en désordre. Il y avait des trucs un peu partout, des objets au sol. Je commençais à penser qu'elle avait été tuée là, dans sa voiture. Sur place, les policiers font une étrange découverte. Il y avait des médicaments délivrés sur ordonnance. On en a trouvé près du pneu arrière et un peu plus loin dans l'herbe. Ils n'appartenaient pas à la victime. Les médicaments sont au nom de Jamar Carter. Qui est-il? Et quel lien existe-t-il entre lui et Rhonda? Je voulais mettre la main sur Jamar au plus vite. Il ne sera pas difficile à trouver. Jamar est un type du coin qu'on croise toujours dans la rue. Ouais? Jamar, c'est le bureau du shérif, ouvrez. On est allé lui parler. Mes flics préférés. Bonjour. Ça va? Merci de nous laisser entrer. Quand je lui ai parlé de Rhonda et que je lui ai montré sa photo, il m'a dit qu'il ne la connaissait pas. Jamar nie connaître Rhonda, mais les pièces à conviction laissent penser le contraire.
Comment ces médicaments ont-ils atterri dans la voiture de la victime? Jamar raconte aux enquêteurs qu'on les lui aurait volés lors d'une nuit particulièrement agitée. Jamar nous a raconté qu'il était en centre-ville quand on lui a pris ses médicaments. Il y a un arrêt de bus en centre-ville où les sans-abri et les marginaux passent pas mal de temps. Jamar traînait toujours là-bas. Et il disait y être allé ce soir-là. Il nous a dit qu'il était avec une femme blanche qu'il disait s'appeler Michel et d'un autre individu qu'il appelait Bee. Il disait ne rien savoir sur lui. Ça roule? Jamar raconte aux enquêteurs avoir présenté Michel à Bee. Je veux te présenter quelqu'un. Suis-moi. Ils sont allés chez Jamar. Bee a commencé à vouloir passer à l'acte avec Michel et elle a refusé. Laisse-moi. D'accord. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas envie et Jamar leur a dit de partir. Les enquêteurs sont intimement persuadés que Michel et Bee sont liés au meurtre de Rhonda. D'autant qu'au même moment, les enregistrements de vidéosurveillance du bureau de Matthew Caffey, l'ex-compagnon de la victime, leur parviennent. Jeff, j'ai la vidéo. Sur l'une des cassettes, on le voyait dans le hall de l'immeuble. On a pu vérifier que Matthew nous avait dit la vérité. C'est bien lui. Matthew Caffey est temporairement écarté de la liste des suspects. Pendant que les enquêteurs recherchent Bee et Michel, la famille et les amis de Rhonda pleurent cette mère célibataire qui travaillait dur pour ses enfants. Parmi ceux qui sont venus honorer la mémoire de la défunte, une amie de la famille offre une aide précieuse. Il s'agit de Star Jones, ancien procureur et personnalité de la télévision américaine. J'ai appelé des gens et en moins de 2 heures, Nancy Grace m'a envoyé un message me disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?» C'est ma petite sœur. Elle a toujours été très calme. Elle souriait tout le temps. Star Jones raconte l'histoire de Rhonda à la télévision. C'est toujours la même chose dans ce genre d'enquête. D'après les statistiques, quand ce sont des personnes de couleur qui disparaissent, et notamment des femmes et des enfants, les enquêtes sont moins approfondies que pour des femmes et des enfants blancs. C'est une réalité. J'ai contacté le shérif. Il m'a assuré qu'ils allaient trouver la personne qui a commis ce crime. Je lui ai dit, shérif, c'est ce que j'attends de vous. Marouji et Bushman sont sous pression. Ils doivent absolument retrouver Bee et Michel. Une photo à la main, ils retournent à l'arrêt de bus où les 2 individus ont été vus la nuit du meurtre. On a mis la photo sur nos téléphones et on l'a montrée à nos contacts dans la rue pour essayer de trouver l'identité de Bee. Ça n'avait rien donné. On n'avait aucune piste. Des gens qui traînaient à l'arrêt de bus disaient l'avoir connu dans le passé, mais ne pas l'avoir revu depuis 20 ans. Ils se souvenaient de son visage, mais pas de son nom. La traque du meurtrier de Rhonda mène les policiers dans les rues les plus sordides de la ville. Si Bee reste introuvable, ils finissent par repérer puis appréhender Michel. On a cherché cette Michel. On a eu du mal à la trouver. On l'a longuement interrogée. On est allé chez Jamar. J'étais bourrée. Bienvenue chez moi, monsieur dame. Elle disait qu'elle aimait boire, mais qu'elle ne pouvait plus avaler une seule goutte. Jamar lui avait proposé alors de passer la nuit chez lui. Il y avait un lit et je me suis effondrée dessus. Et l'autre individu voulait toujours avoir une relation sexuelle avec elle. Elle ne le connaissait que sous le nom de Bee. Comme dans la version de Jamar, Michel raconte s'être énervé et être parti de chez lui. Michel a confirmé la version des faits donnée par Jamar. Je me sentais mal. Je tentais de garder le contrôle. Elle avait trop bu et avait besoin d'aide. L'hôpital se trouve à quelques rues de chez Jamar.
Elle s'y est rendue à pied pour qu'on l'examine. C'est pour cette raison qu'elle restait introuvable. Elle n'était pas sortie de l'hôpital. On va vérifier vos dires auprès de l'hôpital. D'accord. C'était la vérité. Quand on a appris qu'elle était à l'hôpital, on a su que Michelle n'avait rien à voir avec notre affaire. Michelle est lavé de tout soupçon. Les alibis de Matthew, l'ex de Rhonda, et de Jamar semblent solides. Mais l'identité de ce fameux B reste un mystère. Est-il le meurtrier de Rhonda? Les enquêteurs sont dans une impasse. La famille et les amis de la victime refusent de baisser les bras. Et notamment Star Jones, qui multiplie les apparitions à la télévision. Star Jones est avec nous ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez parlé au shérif. Elle demande à toute personne ayant des informations de se faire connaître. Vous savez peut-être quelque chose. Si vous avez aperçu un monospace blanc dans la région de Pontiac, je partais de l'idée que quelqu'un devait bien savoir quelque chose. Cette personne devait se manifester et aider la famille. Vous ignorez peut-être que vous savez quelque chose. Repensez à ce que vous avez fait ce jour-là. Ce que vous avez remarqué, ce que vous avez entendu, les rumeurs qui circulaient. C'était mon premier objectif. Le second était d'humaniser Rhonda. Je voulais que les gens la considèrent comme un membre de leur famille. Je voulais qu'ils se disent devant leur téléviseur, ça aurait pu être moi ou ma sœur, ou bien ma meilleure amie. On se soucie des gens qui nous rappellent nos proches, quand on peut percevoir leur humanité et que ça nous ramène à la nôtre. Je voulais que Rhonda devienne la sœur de tout le monde. Une fois qu'on voit les choses sous cet angle-là, on se sent concerné et ça nous pousse à agir. Tandis que Star Jones continue de médiatiser l'affaire, la famille de Rhonda peine à vivre sans elle. Ce sont ses 3 enfants qui vivent le plus mal la situation. Son plus jeune fils avait l'air abattu. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et il m'a dit, je suis triste. Je me suis dit que je me devais de rester forte pour cet enfant de 7 ans qui se sentait triste. Il m'a dit, maman me manque. J'aimerais savoir quand elle va revenir. Tu m'as dit qu'elle était au paradis. Mais quand va-t-elle revenir ? Grâce à la médiatisation de l'affaire, les enquêteurs obtiennent le numéro de téléphone de B. Ils décident de contacter l'opérateur. Le numéro appartenait à un certain Bino Taylor. On ne savait pas qui était cet individu. Avec certains opérateurs, on pouvait s'enregistrer en tant que Donald Duck sur le contrat. Tout ce qu'on avait, c'était son numéro de téléphone. On a pu déterminer les derniers numéros qu'il avait appelés. Tous les gens qu'on appelait le connaissaient sous le nom de Bino ou de B. On a appris pas mal de choses à son sujet, notamment qu'il aimait avoir des relations sexuelles avec des femmes et que ça n'était pas un type des plus fréquentables. Les policiers remarquent qu'un numéro en particulier apparaît à de nombreuses reprises. Celui d'une femme. Ils décident de se rendre à son domicile. Oui ? Je suis l'inspecteur Bushman. On savait qu'ils se connaissaient et parlaient au téléphone, mais on ne savait pas quelle était la nature de leur relation. Vous pouvez regarder ces photos. On lui a posé des questions sur Bino. Je ne sais pas qui c'est. Vous êtes sûr? Elle a nié le connaître. Non, je ne sais pas. Elle nous a raconté plein d'histoires. Je ne sais pas qui c'est. On lui posait des questions sur lui et elle ne répondait pas ou alors elle nous mentait. Je ne sais pas, je dois partir. Les policiers sont convaincus qu'elle va prévenir B qu'ils sont à sa recherche. Ils doivent le trouver avant qu'elle ne le fasse. On a fait appel à une autre agence pour qu'ils nous aident à localiser le téléphone de B.
D'après ce qu'ils m'ont dit, ils utilisent une sorte d'antenne relais mobile qui permet de localiser les téléphones portables des alentours. Ils ont vu que le portable de Bee était chez elle. Si le téléphone de Bee est chez son ami, il y a de fortes chances qu'il y soit aussi. Si elle le prévient, il pourrait bien quitter la ville précipitamment. Il était tôt le matin et on surveillait la maison. Tout à coup, elle est montée en voiture avec Bino. Les enquêteurs aperçoivent Bino pour la première fois. Ils ne savent pas s'il a joué un rôle dans le meurtre de Rhonda, mais ils veulent l'interroger. Ils le suivent et l'interpellent à la station-service. Vous avez une pièce d'identité? Bobby Lee Taylor. On a pu obtenir son nom. Les enquêteurs vérifient ses antécédents judiciaires. Ils découvrent que Taylor a passé près de 20 ans dans une prison fédérale suite à une condamnation pour trafic de drogue. Il est sorti depuis moins d'1 an. Et ce n'est pas tout. Tournez-vous. Tournez-vous, s'il vous plaît. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui pour une autre histoire. Il a été placé en garde à vue. Le mandat concerne un délit mineur dans un autre comté. Les enquêteurs ne pourront pas le garder en cellule longtemps. Ils doivent déterminer s'il a un quelconque lien avec Rhonda et s'il existe la moindre preuve que c'est bien lui le meurtrier. Les enquêteurs du comté d'Oakland pensent que Bobby Lee Taylor se trouvait dans le monospace où Rhonda Ransom Lee a été violée et tuée. Localiser Taylor n'a pas été chose facile. Il faut maintenant que Bushman et Marucci le fassent avouer. Oui. On lui a parlé du week-end du Memorial Day. J'étais avec des amis. Bobby a bien dû nous raconter 8 versions différentes. C'était juste un jeu pour lui. J'aimerais vous montrer une photo. On lui a demandé s'il connaissait Rhonda. Vous la connaissez? Non. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. On lui a montré des photos de la voiture. Il nous a dit « Je ne suis jamais monté dedans. Je ne connais pas cette femme. Je n'ai jamais couché avec elle. » Non. Je lui ai demandé ce qu'il faisait à 3 heures du matin. Il m'a dit « J'arrête de parler, je veux un avocat. » Non. Il n'a plus rien dit après ça. Sûr de lui, Taylor va même jusqu'à accepter qu'on lui prélève un échantillon d'ADN. Ils ne peuvent rien faire de plus. Ils doivent attendre qu'il passe en jugement pour son délit mineur. Alors que les enquêteurs attendent les résultats, ceux de Matthew Caffey, l'ex-compagnon de la victime, tombent. Ils sont négatifs. Bobby Lee Taylor est désormais le seul suspect sérieux. Ces 2 semaines d'attente ont été une véritable torture. Inspecteur Marucci, la police d'État nous a contactés pour nous dire que l'ADN retrouvé dans le corps de Rhonda appartenait bien à Bobby Lee Taylor. Merci. Les résultats sont positifs. C'est l'ADN de Bobby. Je me souviens de m'être dit que le vrai boulot commençait maintenant. Les enquêteurs aimeraient obtenir des aveux de Bobby. Ils décident de le réinterroger. Vous ne pensiez pas revenir si vite, non? On l'a fait revenir pour voir s'il allait parler. Et celle-ci? On lui a montré d'autres photos. Vous reconnaissez cette voiture? Absolument pas. Le deuxième interrogatoire se déroule exactement comme le premier. Étonnamment, c'est précisément ce qu'espéraient les enquêteurs. On lui a montré des photos d'elle. Il a dit qu'il ne la connaissait pas. Il niait sans cesse. Je l'ai jamais vue. Pas de relation sexuelle avec elle? Non, jamais. Vous êtes sûr? J'en suis certain. C'était gagné. Cette réponse négative est tout ce dont les enquêteurs ont besoin. Sans le savoir, Taylor est tombé dans leur piège. Vous avez eu une relation sexuelle, on a votre ADN. Le fait que Taylor nie avoir rencontré Rhonda et avoir eu une relation sexuelle avec elle a valeur de confession. Vous êtes en état d'arrestation.
Cela prouve non seulement qu'il ment, mais en plus, il ne peut soutenir devant un tribunal que Rhonda était consentante. On a pris des risques en agissant ainsi, car il aurait pu dire « Je la connais, on a eu des relations sexuelles ». Bobby Lee Taylor est mise en examen pour le viol et le meurtre de Rhonda Ransom Lee. Ce n'est pas facile d'annoncer à la famille qu'on a attrapé le tueur de leur fille. Quand j'ai appris que Bobby Lee Taylor était le tueur, ma première réaction a été de me demander qui c'était et d'où il venait. Je n'arrivais pas à comprendre. Beaucoup de gens étaient sceptiques. À ce moment-là, on ne pouvait pas révéler à la famille ou à quiconque toutes les informations et les preuves qu'on avait à notre disposition. Les preuves ne laissent aucun doute. Bobby Taylor a tué Rhonda. Mais pourquoi? Quel est le mobile de son crime? Tu viens ici et on va acheter les couches ensemble, ok? Oui, à tout de suite. Salut. Je crois savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Rhonda s'est garée dans un endroit où elle pensait être en sécurité et elle a baissé sa garde. Salut Rhonda. Je suis là. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. J'arrive tout de suite. D'accord. Salut. Bobby voulait encore avoir une relation sexuelle. Il avait essayé un peu plus tôt, mais sans succès. Il est revenu en centre-ville, son quartier de prédilection, et c'est là qu'il a vu Rhonda. Les portières ne devaient pas être verrouillées, et il est entré. Qu'est-ce que... On a appris qu'il possédait une arme à feu par le passé. On ne l'a pas retrouvée, mais je pense qu'il en avait une cette nuit-là. Démarre. Ils se sont battus dans la voiture et le téléphone a été projeté à l'extérieur. Il a ensuite emmené Rhonda près du lac. Entre, entre. La ferme. Il l'a ensuite violée, étranglée et jetée dans le lac. Le 11 décembre 2013, Bobby Lee Taylor est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il ne sortira jamais. Il va passer le reste de sa vie en prison. J'étais au téléphone avec Richel quand le verdict est tombé. On a explosé de joie. Mais ça ne ramènera pas Rhonda. Il a été condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. On n'aura plus jamais besoin de penser à lui. Je suis allée au tribunal et j'ai eu l'occasion de le regarder dans les yeux. J'ai pu lui dire en face tout le mal qu'il avait fait. Ses enfants ont perdu leur mère. La famille de Rhonda est restée soudée. Les deux garçons habitent chez Gloria, leur grand-mère, non loin de chez Richel, qui, elle, élève le bébé de Rhonda. Il faisait sombre chez ma mère. J'ai ouvert la porte et le bébé était là. Elle a tendu les mains vers moi. Je l'ai prise dans mes bras et elle ne m'a plus quittée depuis. Notre émission est maintenant terminée. À très bientôt sur NT1 pour de nouvelles affaires dans Chroniques criminelles. Bonsoir.